Ce soir à l'émission, une subvention de 99 000 $ pour l'entreprise blainvilloise Gamotech. On pense à notre environnement vert, mais on pense aussi aux conditions de travail des employés. Et la prochaine danse au théâtre, les anges gardiens sont fatigués. C'est une pièce qui parle du quotidien des proches aidants. En entrevue, Paul-Étienne Rainville nous donne le point de vue de la Ligue des droits et libertés sur le projet de loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. C'est vraiment un projet de loi assez autoritariste et antidémocratique. Je m'entretiens également avec Annie Rivard-Paré qui nous parle du réseau de conservation des tortues des Laurentides. Une des menaces qui est importante pour les tortues, c'est les routes. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous plonge dans l'univers de la danse country. On est à peu près une des grosses écoles. Bienvenue à Accès local. Mercredi 12 novembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. La députée libérale Madeleine Chenette était dans sa circonscription cette semaine pour faire l'annonce d'une subvention à une entreprise de Blainville. Alors, de quoi il s'agit? Oui, ce sont 99 000 $ qui ont été remis à l'entreprise Gamotech par l'entremise du programme de développement économique Canada pour les régions du Québec. Celui-ci vise à accompagner et à financer les PME ainsi que les OBNL à vocation économique dans toutes les régions de la province. C'est un investissement total de 26,4 millions de $ qui sera distribué à 51 entreprises québécoises pour favoriser l'innovation sur les chaînes de production. Les compagnies éligibles au financement sont celles du secteur de la construction car le programme vise l'accroissement de l'offre en logement. C'est une annonce qui avait été faite le mois dernier par la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly. Donc, 99 000 $ pour Gamotech. Parlez-nous de cette entreprise. Oui, c'est une PME donc fondée en 2019 qui emploie une dizaine d'employés. Ce qu'il produit, ce sont des unités de puissance mobile électrique pour la construction qui peuvent être montées sur des camions ou des remorques. Alors, ça permet de faire toutes sortes de travaux d'entretien pour les services d'aqueduc, par exemple, l'entretien des chemins de fer, toutes sortes de chantiers et d'entretien municipal, mais avec une énergie électrique propre, moins de pollution sonore à coût réduit et dans un environnement beaucoup plus agréable pour les travailleurs. On écoute à ce propos Olivier Brault, PDG de Gamotech. Il y a un avantage économique énorme à se mettre dans une remorque parce que on vise les travaux d'aqueduc qui sont stationnaires pendant 6 heures pendant la journée. Donc, le camion est un peu gaspillé. Là, donc, ils amènent le camion, mais ils le laissent là pendant toute la journée. Maintenant, ils peuvent détacher l'unité de travail, partir avec leur camion, faire d'autres choses. L'entreprise commercialise ses produits depuis 3 ans maintenant et vise beaucoup le milieu municipal comme client pour les travaux d'entretien. Dans les Basses-Laurentides de Blainville seraient intéressés, mais Gamotech n'a pas encore de clients ici. Pour le moment, ils sont surtout populaires sur la rive sud, mais l'entreprise poursuit aussi d'autres marchés. L'exploration de nouvelles avenues commerciales pourra être financée, entre autres, par le DEC, le programme dont je vous parlais plus tôt. On écoute à nouveau M. Brault. On a cet été commencé déjà à explorer le marché américain. On a signé notre premier contrat en Californie pour pouvoir intégrer nos solutions dans des véhicules utilitaires. Et on continue maintenant là, à explorer les marchés de l'Ontario ainsi que le marché de New York et de continuer le marché de la Californie. Et est-ce que la guerre tarifaire affecte les activités de Gamotech? Pas tellement. Pour eux, ce qu'ils exportent, ça ne touche pas leur type de produit. Pour ce qui est des matériaux utilisés pour construire les unités, ils proviennent en grande partie du Québec, même si le programme DEC n'a pas comme mission première d'accompagner les industries dans le contexte des tarifs. Le budget fédéral dévoilé la semaine dernière à Ottawa prévoit des fonds expressément pour aider les entreprises à développer de nouveaux marchés. Madame Chenette voit l'innovation comme orientation importante pour améliorer notre compétitivité sur le marché international. On est conscient aussi que, grâce à DEC, d'ailleurs, cette logique d'innovation, il y a tellement d'innovation qui se produit aujourd'hui à travers le Canada, mais mondial. C'est la combinaison de plusieurs innovations ensemble. Alors, la capacité de saisir, puis je pense que Gamotech est un bel exemple de ce type d'innovation-là, où finalement, oui, on pense à notre environnement vert, mais on pense aussi aux conditions de travail des employés et qui fait en sorte que, et de réduire les coûts. Donc, c'est une pierre trois coups que Gamotech réussit à faire. Fait que l'innovation, c'est ça, c'est d'aider nos entrepreneurs à commencer à penser pour dire comment on fait une pierre trois coups parce qu'il faut aller plus vite pour être compétitif.
Le mois dernier, Mme Chenette était aussi de passage chez Quadraplast à Sainte-Thérèse pour annoncer un investissement de 200 000 $ dans la compagnie qui lui servira à acquérir d'autres équipements pour l'amélioration de sa productivité. Quadraplast construit des profilés PVC pour différents secteurs. Reste à voir si d'autres entreprises de la région pourront bénéficier de ce financement. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de proche aidance et de théâtre. À plus tard, Claude. À mi-parcours de sa campagne annuelle de financement, Centraide Laurentide lance un appel à la solidarité. Alors que les besoins en matière de soutien des personnes vulnérables, en ce qui a trait à l'insécurité alimentaire, la crise du logement ou la détresse psychologique, continuent de croître sur l'ensemble du territoire, l'organisation invite la population, les entreprises et les municipalités à intensifier leur appui pour assurer le maintien des services dans la région. Pour ce faire, Centraide Laurentide souhaite rappeler que chaque don compte. L'organisme Capteur de rêves invite la population à la 3e édition de son marché des artisans le samedi 15 novembre dès 10h chez Et voilà 5 Saint-Jérôme. Une quinzaine d'artisans de la région des Laurentides y présenteront leurs créations, notamment des savons, des bougies, des bijoux et des œuvres d'art. Les frais de location des tables et les profits du tirage moitié-moitié serviront à offrir des cadeaux pour les enfants et de l'aide alimentaire à plusieurs foyers de la région. Sitôt déposé le 9 octobre dernier par le ministre de la Justice Simon Jolin Barrette, le projet de loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec a suscité l'inquiétude au sein de la Ligue des droits et libertés. J'en discute avec Paul-Étienne Rainville, professeur et porte-parole de l'organisme. Bonsoir, Monsieur Rainville. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous estimez que ce projet de loi-là pourrait vider de sa substance le système québécois de protection des droits et libertés? C'est pas rien. Je vous laisse faire peut-être un premier énoncé là-dessus, bref, si c'est possible de le faire. Oui, absolument. Ben, peut-être rappeler qu'un projet de constitution, c'est pas une loi qui est ordinaire, là. C'est une loi qui, en fait, qui est supérieure à l'ensemble des autres lois. Donc, c'est une loi qui est extrêmement importante. Et juste peut-être un premier mot sur le processus avant de rentrer dans le contenu. Ouais. Il y a des règles très strictes édictées à l'échelle internationale, à savoir comment on adopte une constitution. Ouais. Une constitution ne peut pas être écrite derrière des portes closes simplement par une équipe de ministres et adoptée comme une loi ordinaire. Donc, il y aurait déjà d'emblée fallu qu'il y ait des consultations vastes, inclusives de tous les groupes de la société civile et de la population également. Maintenant, pour ce qui est du contenu, en fait, l'objectif principal de la Constitution, c'est vraiment de centraliser les pouvoirs dans les mains du Parlement. Et donc, il y a toutes sortes de mécanismes. Par exemple, la constitutionnalisation du processus de dérogation. Ça veut dire que ça autorise le gouvernement, avec une simple mention, de contourner la Charte québécoise des droits et libertés. Et il y a plein d'éléments. C'est un projet de loi qui est omnibus, qu'on dit, donc qui modifie énormément de lois. Et un des autres éléments, c'est d'essayer de contourner le pouvoir de révision des tribunaux et de limiter aussi le pouvoir de contestation des groupes de la société civile. Donc, c'est vraiment un projet de loi assez autoritariste et antidémocratique. Vous dites aussi qu'il faut démêler ce que vous appelez là une fausse opposition entre les notions de droit collectif et de droit individuel. C'est important pour vous, ça? Oui, absolument, parce qu'en fait, historiquement, c'est souvent au nom de la majorité ou des droits de la majorité qu'on a brimé les droits des personnes et des minorités aussi. Il existe le droit collectif comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, par exemple, pour le Québec. Mais jamais, au grand jamais, on doit instrumentaliser ce droit-là pour brimer les droits des citoyennes et des citoyens. Et donc, cette opposition est dangereuse parce que de plus en plus, les gouvernements, le gouvernement québécois en particulier, mais justifient des violations de droits au nom des soi-disant droits collectifs ou des valeurs de la majorité. Ouais. Donc, on a vraiment un discours qui est extrêmement dangereux sur le plan de la protection des droits et libertés. Évidemment, on ne peut pas parler de Constitution sans parler de laïcité. Selon ce que la Ligue nous dit, c'est que telle qu'elle nous est présentée en ce moment, là, la Constitution ou le projet de Constitution, ça viendrait ça inféoder les chartes à une conception erronée de la laïcité. C'est un élément qui me semble très important, ça, dans le débat, puisqu'il semble y avoir même une embrouille terminologique ou sémantique là, avec les mots laïcité, valeur, laïcité d'État. Je vous laisse aller là-dessus. Oui, merci de poser cette question-là. C'est extrêmement important parce que oui, dans le projet de Constitution,
En fait, l'objectif, ce serait de constitutionnaliser la loi sur la laïcité de l'État, donc de la mettre sur un même pied d'égalité, par exemple, que la Charte québécoise. Et oui, à la Ligue, on essaie très fort de travailler pour contrer le discours de la CAQ selon lequel ces politiques seraient la laïcité. En fait, les politiques du gouvernement provincial vont à l'encontre des principes fondamentaux de la laïcité. Le premier, c'est celui de ne pas interférer dans la liberté religieuse des individus, dans leur liberté de conscience, d'expression, de réunion. Le projet de loi 94 sur le renforcement de la laïcité dans le réseau de l'éducation est absolument contraire à ce principe-là. Et même chose, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement cible en particulier certaines communautés, et notamment les personnes de confession musulmane, avec un discours très islamophobe, de plus en plus décomplexé d'ailleurs. Et ça contrevient au principe de base qui est de la laïcité, qui est la neutralité religieuse de l'État. Ouais. Donc l'État ne doit pas dicter aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent croire ou pas croire. On va même d'ailleurs jusqu'à vouloir interdire les prières dans l'espace public, et ça c'est complètement en contradiction avec le principe de laïcité. Le gouvernement brandit toujours le même exemple là, de ces enseignants là, qui se réclamaient d'une confession religieuse bien précise et qui s'étaient emparés de la gouvernance là, dans certaines écoles. Est-ce qu'il faut intervenir? Comment on doit intervenir? Qui doit le faire? En fait, ça relève vraiment premièrement, des relations de travail, deuxièmement, du droit à l'éducation aussi. Mais en fait, le problème qu'on a vu, c'est qu'on a instrumentalisé ces cas-là pour ensuite légitimer une loi qui vient interdire à certaines femmes, en particulier, de porter le hijab, comme si le fait de porter un symbole religieux était automatiquement signe de prosélytisme. Mais si on va dans le cas de l'école Bedford, par exemple, où il y a beaucoup d'allégations d'ailleurs, mais il y avait personne qui portait des signes religieux à ce moment-là. Donc, inversement, le fait de ne pas porter de signes religieux n'est pas synonyme d'absence de prosélytisme. Et donc, ce qu'on dit, c'est que à partir de cas particuliers, le gouvernement adopte des lois mur à mur qui violent les droits des personnes. Et dans ce cas-ci, on cible vraiment les femmes portant le hijab avec tout ce que ça a comme conséquence sur le plan du droit du travail, de la discrimination en embauche, climat de travail délétère, sentiment d'exclusion, j'en passe. Voilà. On a documenté d'ailleurs... il y a plusieurs études qui documentent les effets absolument catastrophiques de ces lois-là, et le gouvernement n'en tient pas compte. En fait, il s'entête à vouloir renforcer, entre guillemets, le projet de loi, une loi sur la laïcité qui est discriminatoire et voilà. C'est un sujet très vaste. On vient à peine de l'effleurer. Moi, j'encourage les gens à aller visiter votre site web. Il y a plein d'outils pour nous aider à nous faire une tête, justement, sur ces questions complexes. Paul-Étienne Rainville, porte-parole de la Ligue des droits et libertés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Moisson-Laurentide lance la Grande Guignolée 2025 qui s'échelonnera sur tout le mois de décembre. Ce mois de solidarité arrive alors que l'insécurité alimentaire atteint un niveau sans précédent dans les Laurentides. L'organisation reçoit près de 160 000 demandes d'aide alimentaire et offre son soutien à plus de 30 000 personnes chaque mois, ce qui représente une hausse de 21,6 % de la fréquentation en un an. Il existe de nombreuses façons de soutenir la Guignolée, soit en faisant un don en argent ou en denrées, en devenant bénévole à l'un des nombreux points de collecte ou en organisant une activité de collecte. La saison estivale 2025 du parc linéaire Le Petit Train du Nord s'est terminée le 3 novembre dernier après 172 jours d'activité tenus entre le 15 mai et le 3 novembre. Le parc affiche un taux de fréquentation du sentier qui a grimpé de 11 % par rapport à 2024 et se prépare maintenant pour la saison hivernale. Les équipes circulent sur le sentier pour en modifier la signalisation, réaliser des travaux d'appoint et préparer les infrastructures pour l'hiver. Comme la patrouille a terminé ses activités, les usagers sont priés de ne pas y circuler pendant l'entre-saison, à la fois pour leur sécurité et pour protéger la surface du sentier. Envie d'une expérience rythmique et sociale, Maude Pilon-Bernier vous propose la danse country en ligne dans le reportage qui suit. L'école existe depuis déjà 98. En 98, on a parti l'école de l'école Cool Gang Country Dancer. Et depuis ce moment-là, on a parti avec, c'était tout petit, on avait 20 élèves, puis aujourd'hui, on en a 2000. Je fais partie d'une association professionnelle des danses en ligne du Québec, qui est l'ABDEL. Okay. Donc, je suis avec eux, j'ai passé mes diplômes en ligne sociale.
J'enseignais de la ligne sociale. En 2000, j'ai passé mon diplôme en country. Okay. Et depuis ce temps-là, le country a vraiment pris... c'est vraiment venu me chercher. C'était moi. J'avais du plaisir, j'avais du fun. Puis comment tu expliques la popularité? Parce que 2000 élèves pour de la danse country, c'est pas rien. Oui, l'engouement est là. Il y a beaucoup d'écoles extérieures, bien sûr. On a toutes promu à quelque part notre passion. C'est sûr qu'il y en a que c'est très petit. Il y en a d'autres, c'est très gros. Mais sur la Rive-Nord, je pense qu'on est à peu près une des grosses écoles. Le country, c'est vraiment une folie, là. On a du fun, puis on danse. Ça, c'est vraiment hyper important, c'est d'avoir du plaisir. Ma passion, j'aime la transférer à mon monde, puis je pense que ça fonctionne. Ma formule, je la changerai pas parce que ça marche. Josée, merci d'accepter de parler devant la caméra ce soir. Pourquoi tu as choisi la danse en ligne? J'ai choisi ça pour faire de la danse en groupe, pour avoir du plaisir, me désennuyer et tout oublier. 3 excellentes raisons. Ça fait combien de temps que tu pratiques ça? Ça fait 4 ans. Il y a un feuillet de la ville avec les activités de loisirs. Et puis, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait comme danse, parce que j'aime ça. Depuis que je suis jeune, je fais de la danse. Puis là, le country, ça a été une première pour moi. Le plus challengeant, c'est l'accumulation des danses. Premier cours, deuxième cours, ça va. On a 1 ou 2 danses à chaque cours. Mais à la fin, une chance, on a des démos. On peut aller voir sur Facebook, sur YouTube, les danses. Puis là, on voit Brigitte faire les pas, on entend la musique. Puis là, on est comme dans le cours, mais à la maison, on peut pratiquer pour se mettre au niveau si on a de la misère. Justement, ça commence à déborder ou ça déborde pour les inscriptions, les spectacles. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2026? On a beaucoup d'extérieurs qu'on fait des démos, des démonstrations. Puis là, en spectacle, bien là, on en a un au mois de décembre et on en a un au mois de mai. Ça, c'est des grosses bébelles, là. C'est des grosses organisations. On est beaucoup de monde là-dedans, on s'organise. Et puis là, présentement, on est 306, puis c'est le maximum. On a du monde en trop, puis c'est dommage. On va être obligé de refuser des gens. Pour celle-ci-là. Les salles sont très difficiles à trouver. On parle de salles de minimum 400. Ça peut aller jusqu'à 500. Ils sont très, très rares. Il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas. Ou bien, il y en a, mais c'est toujours occupé. C'est très difficile à trouver. Mais ça serait vraiment notre idéal. Vraiment d'avoir une grande salle pour avoir tout ce beau monde-là. Parce que là, notre soirée qu'on fait au mois de décembre, on est obligé comme de séparer ça en 2. Donc, on en a une autre soirée, mais à Saint-Jérôme, qu'on fait là-bas. Donc, on va être 185 là-bas. Plus notre 300, là, fait que c'est ça. Ça serait le fun d'avoir une belle grosse salle, qu'on puisse accueillir tout ce beau monde-là, qu'on se fasse une belle journée de spectacle, puis de toutes sortes de belles choses. J'ai eu un plaisir fou avec la gang de Cool Gang. Je vous recommande la danse country, c'est éclatant. L'organisme Éco-Corridor Laurentien et ses différents partenaires annoncent le lancement du réseau de conservation des tortues des Laurentides. Pour en parler, je reçois Annie Rivard-Paré, chargée de projet au sein de l'organisme régional. Madame Rivard-Paré, bonsoir. Bonsoir. Alors, les autres partenaires, je les nomme, c'est Initiative Biodiversité et l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi la mission qui vous attend? Oui. Il y en a un troisième aussi, là, c'est Éco-Nature qui nous a rejoint un petit peu plus tard dans l'initiative. Donc, on est plusieurs organismes ensemble. Puis, dans le fond, Éco-Corridor Laurentien, nous, on cherche à connecter les milieux naturels entre eux et à connecter les humains entre eux pour faire de la conservation sur le territoire des Laurentides. Donc, c'est vraiment la mission de l'organisme. Puis, on a commencé à s'intéresser aux tortues, notamment pour la mortalité routière, parce que une des menaces qui est importante pour les tortues, c'est les routes, parce que quand ils se font frapper, mais ça a un impact important sur la population. Puis nous, on s'intéressait aux routes aussi comme barrière à la connectivité écologique, parce que la route, c'est difficile pour des animaux de traverser, surtout pour des animaux comme les tortues qui traversent plus lentement, par exemple. Donc, on pense souvent quand on voit les chevreuils qui se font frapper sur l'autoroute, on y pense parce qu'on le voit plus facilement. Oui. Mais les tortues, c'est beaucoup plus petit, donc on a tendance à pas réaliser
qu'elles se font beaucoup frapper sur le bord de nos chemins. Et pourquoi est-ce qu'elles veulent traverser les routes, les tortues? En fait, moins que traverser, les tortues sont intéressées par les bordures des routes parce que une tortue femelle va chercher des sites de ponte qui sont faits en sable et en gravier et qui sont chauds et exposés au soleil. Ah, voilà. Donc, un super bel endroit pour ça, pour eux, parce qu'ils n'ont pas évolué avec des routes dans leur histoire écologique. Mais c'est les bords de route parce que c'est tout le temps chaud, c'est en sable, c'est en gravier, c'est exposé. Donc, ça, pour elles, s'il n'y a pas de site de ponte avant d'arriver à la route, mais ça représente un bel endroit, puis elles vont pondre. Puis, souvent, mais elles vont aussi traverser parce qu'il y a un cours d'eau ou un milieu humide de part et d'autre. Puis, eux, ils sont habitués de circuler dans ce secteur-là, puis ils se font frapper à ce moment-là. Quelles sont les espèces de tortues qu'on trouve le plus souvent dans les Laurentides? Dans les Laurentides, on voit surtout la tortue serpentine et la tortue peinte. La tortue serpentine, là, c'est la fameuse snapping turtle. Là, oui, celle qui mord. Celle qui mord, qu'il faut faire bien attention si on a besoin de la déplacer parce que la tête, elle se rend vraiment loin sur la carapace. Il faut vraiment la prendre par en arrière. Oui. Puis la tortue peinte, c'est la petite tortue très foncée qu'on voit souvent se reposer sur une branche dans des petits lacs, dans des petits étangs, avec un petit peu de rouge sur le cou. Oui. C'est celle qu'on voit le plus. Là. Bon, la nature, hein, c'est beau, c'est grand, c'est fort en apparence, mais c'est quand même fragile parce que, vous l'avez expliqué un peu tantôt, tout est interrelié. Quel rôle jouent les tortues dans l'environnement? Les tortues, font partie, veut pas, de la chaîne alimentaire. La tortue serpentine va manger jusqu'à des rats musqués. Là. C'est un carnivore et quand même assez opportuniste. Donc, ils ont ce rôle-là dans l'environnement. Puis, elles font... Nous, on les voit aussi comme espèces parapluies parce que c'est des espèces qui sont liées au milieu humide, qui ont un déplacement. Puis quand on protège l'habitat des tortues, quand on protège leur rôle écologique, mais on va aussi réussir à protéger l'environnement de toutes sortes de grenouilles, de toutes sortes d'autres espèces fauniques, mais aussi floristiques, parce que veut pas, dans un milieu humide, il y a des espèces floristiques aussi qui s'installent. Donc, on permet de conserver pas mal de choses quand on protège les tortues. Bon, vous avez un plan là qui repose sur 3 axes, l'acquisition des connaissances, la concertation régionale et la mise en place d'actions concrètes d'aménagement, de protection des sites de ponte. Oui. Ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puis, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire rapidement, ça? C'est sûr que le nerf de la guerre, c'est d'avoir le financement pour le faire. Les 2 premières parties, on a réussi à avoir le financement, donc on a lancé le réseau parce qu'on veut motiver les gens à embarquer avec nous. Mais on peut le faire plus à l'échelle un peu plus locale aussi. Les sites de ponte, comme j'ai mentionné, c'est le sable, le gravier. Si on a des secteurs comme ça sur notre terrain, le fait de surveiller, de faire attention de ne pas creuser là dans les périodes durant la ponte, mais aussi jusque ça peut sortir en octobre, là, au début octobre, les bébés tortues. Donc, de ne pas aller jouer là-dedans durant la saison estivale, mais ça évite de détruire les sites de pont. Il y a aussi sur Carapace, qui est, dans le fond, c'est une initiative qui a été lancée il y a quelques années déjà par Conservation de la Nature Canada. C'est possible aussi de signaler la présence de ces sites de ponte-là, des tortues, de faire de la surveillance, de la science citoyenne avec les tortues. Donc, il y a toutes sortes d'actions qu'on peut mettre en place facilement à l'échelle du citoyen. On va inviter les gens à aller visiter votre site web pour en apprendre davantage sur la question puis à continuer à poursuivre la conversation. Annie Rivard-Paré, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. On est de retour avec Clara Maté-Jaunet. La semaine dernière, c'était la Semaine nationale des proches aidants. Clara, et dans la région, il y a une activité culturelle qui était prévue. Oui, la pièce de théâtre « Les anges gardiens sont fatigués » a été présentée à Mirabel vendredi dernier. L'objectif, c'était de sensibiliser, mais aussi de mettre en lumière le travail invisible des proches aidants. Je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, le comité proches aidants, chapeauté par la TRARA, a décidé d'organiser une journée ou un après-midi plutôt pour divertir et féliciter les proches aidants de la région. Alors, on a mandaté la troupe de théâtre, la Belle Gang, qui va présenter la pièce « Les anges gardiens sont fatigués ». C'est une pièce qui parle du quotidien des proches aidants. Alors, on espère que ça va sensibiliser les proches aidants à demander de l'aide avant qu'il soit trop tard. Et c'est complètement gratuit aujourd'hui parce qu'on a réussi, grâce à nos collaborateurs et tout, à financer l'activité au complet.
La TRA, c'est une table de concertation. Alors, on a plusieurs organismes communautaires assis à la table. Et la TRARA a créé le comité de proches aidants justement pour regrouper les organismes qui ont les proches aidants à cœur ou qui donnent des services ou qui aident les proches aidants. La population est vieillissante. Et est-ce qu'on va avoir toujours les ressources nécessaires pour rendre la facilité à ces personnes-là d'avoir du répit? Je me questionne. Alors, il va falloir qu'on suive ça de proche parce que on passera pas à côté, là. C'est vraiment un pas qui est bien important dans la vie. Nous, à la TRARA, on organise un salon des aînés à chaque année depuis 2017 et les organismes et les entreprises qui donnent des services aux aînés sont présents. Il y en a qui sont fidèles depuis 2017, mais à chaque année, on a des nouveaux. Ça ne veut pas dire qu'une année, on n'a pas besoin de ces services-là, mais peut-être dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, on va avoir besoin de ces services. On va être content d'aller au Salon des aînés puis de venir chercher l'information qui nous manque. Le support de son médecin pour référer les gens aux bons endroits. Au niveau d'ouvrir des dossiers au CLSC pour pouvoir, après ça, avoir une évaluation et aussi le soutien à domicile. Le maintien à domicile, c'est important, c'est ce que les aînés veulent avoir le plus possible. Donc, oui, effectivement, il faut être à l'affût de tout ce qui se passe et on est là pour ça. Comme vous pouvez voir, moi, je suis un proche aidé, mais je trouve la situation très incertaine parce que il y a pas beaucoup de support. Et je crois qu'une chance que les gens qui sont comme dans ma situation ont des proches aidants alentour d'eux parce que sinon, on serait beaucoup plus un fardeau pour le système de santé et tout. Alors, faut lever notre chapeau à ces gens-là. À la naissance de mon fils, je suis devenue une proche aidante officielle sans le savoir parce qu'en 76, proche aidance n'existait pas. Donc, j'ai accompagné à quelques reprises des personnes proches, soit pour des rendez-vous médicaux, l'aide ménagère, l'aide pour l'épicerie. Effectivement, il arrive un moment donné que la fatigue nous rattrape. La proche aidance, c'est nécessaire, mais aussi, il faut penser que ces gens-là ont besoin aussi de répit. Alors, lorsque c'est possible, c'est de le demander, puis de ne pas oser de le demander. On est porté souvent à dire « Oh, je suis capable. Ah, je suis capable. » Puis, mais à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est vraiment plus capable. Il faut vraiment prendre un repos. Ça me fait plaisir de voir autant de monde de la région qui s'impliquent envers les amis, les parents, les voisins. Alors, on est très fiers de notre comité et les membres du comité aussi là qui participent à l'organisation. Ce que je trouve le fun, c'est les gens sont intéressés, ils deviennent de plus en plus intéressés. Donc, ça, là, c'est le cadeau de tout ce qu'on fait, nous, en tant que bénévoles. Et si on peut aider la moindre personne, que ce soit 1, que ce soit 10 personnes, que ce soit 1000, c'est un bonheur à chaque fois. Il faut aller en chercher de l'aide. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. C'est pas une honte d'aller chercher de l'aide. Au contraire, c'est un salut pour mieux fonctionner et continuer. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Fripez-vous suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.